Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Trends Bourse. Cette semaine encore, nous revenons avec Guy Legrand sur les dernières actus et tendances du marché. On reviendra évidemment sur les mesures prises par la Chine, la réaction des marchés et le secteur du luxe par exemple qui a bien profité de cet effet d'annonce. On évoquera également la nouvelle stratégie du groupe AGS. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors commençons donc avec cette Chine. La semaine dernière, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas eu un jour sans que la Chine n'annonce l'une ou l'autre mesure pour relancer son économie. Est-ce qu'à ce point, la Chine ne va pas bien ? Mais c'est vrai que la Chine est en panne et ça fait un certain temps déjà. Petit rappel en quelques mots. En 2020, l'épidémie de Covid, elle était restée en croissance, faible, 2% à peu près. Mais enfin, nous étions, Union européenne, à moins 5,7%. Donc, catastrophe chez nous. Pas vraiment chez eux. 2021, rebond chez eux comme chez nous, ça. 2022, la Chine a décrété, là, par contre, un confinement très strict, mais vraiment très strict. Et du coup, la croissance économique s'est effondrée. Ils étaient toujours dans le vert, mais enfin, ils ont acté une progression de 2,9% pour être précis. L'Europe était à 3,5%. Alors la Chine qui est en dessous de l'Europe, on se dit il y a un problème. Effectivement, la Chine était vraiment en panne. Et alors, vous vous souvenez certainement, tout le monde s'en souvient, quand ils ont aboli ce confinement très strict en décembre 2022, suite notamment à de très grosses protestations, on se dit 2023, c'est l'année de la Chine, tout va repartir, elle va booster l'économie mondiale, youpi, merveilleux. En fait, en 2023, la Chine a affiché une croissance d'un peu plus de 5%. C'est correct, mais enfin, on va dire que c'est peut-être un petit rythme de croisière. Et où est le rattrapage ? Il n'y a pas eu de rattrapage. On attendait 7-8%, peut-être 10%. Et donc, ça n'a pas suffi à booster l'économie mondiale. En 2024, on attend de nouveau 5% à peu près. Et encore, beaucoup n'y croient pas. C'est le discours officiel. Donc, effectivement, la Chine est vraiment en panne. Et donc, une flopée de mesures qui sont prises. Est-ce qu'il y en a qui sont plus crédibles que d'autres ? Mais ces mesures plus crédibles, oui, plus crédibles que ce à quoi on a assisté ces derniers mois ou même depuis l'an dernier déjà. La Chine n'arrête pas de prendre des mesures. Elles sont souvent accueillies en Occident avec je dirais un sourire narquois. On a tendance à leur dire, sous-entendu en tout cas, dites les gars, il vous faut un remède de cheval, l'homéopathie, ça ne suffira pas. Alors, cette fois-ci, c'est pas vraiment l'homéopathie, non, c'est quand même plus que ça. Il y a un tas d'abaissements de taux d'intérêt, c'est classique, là, c'est très technique aussi, je n'y reviens pas. Ce qui est à remarquer, c'est par exemple que la Chine, Pékin a abaissé de 0,5%, 0,5%, le taux des prêts hypothécaires existants. Et pas pour les nouveaux. Donc, il s'agit vraiment d'alléger la charge des Chinois qui ont acheté un logement parce qu'effectivement, l'immobilier est en crise et ça, le moins qu'on puisse en dire. On a déjà fait écho ici de promoteurs qui étaient au bord de la faillite, etc. Il y a des immeubles entiers qui sont vides. Donc, il faut absolument réagir contre cela. Autre mesure, abaisser de 25 à 15% la mise de fonds pour les Chinois qui veulent acheter un deuxième appartement. Ils en ont un premier, ça suffit pas, puisqu'il y a un stock énorme à résorber. Il faut les pousser à en acheter un deuxième. Ce qu'ils en feront, ça, c'est pas le problème de Pékin. Et il y a aussi une grosse enveloppe de 300 milliards de yuan, ça fait un peu moins de 40 milliards d'euros de crédits mis à disposition des collectivités pour racheter du logement. Donc ici, vraiment, l'accent sur le logement, sur l'immobilier, qui est un gros problème. Donc on va dire c'est plus crédible quand même que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Dans tous les cas, les marchés ont quand même relativement bien réagi à toutes ces annonces. Alors pour moi, ça me paraît quand même étrange parce que autant d'annonces pourraient signifier une économie fatiguée et des marchés derrière réagissent ultra positivement à la nouvelle. Oui, c'est d'autant plus étrange que, en fait, faut peut-être rappeler juste une chose, c'est que le problème de la Chine, c'est que les consommateurs ne consomment plus. En fait, la Chine a du mal à exporter par rapport à il y a 3-4 ans. L'Europe était en très faible conjoncture, l'est toujours du reste. Les États-Unis, ça va mieux, mais ils ont pris des mesures protectionnistes. Donc, depuis tout un temps, on se dit la Chine doit compenser l'exportation plus difficile
par la dynamique de son marché intérieur. Les consommateurs doivent consommer. Or, ils ne consomment pas, ils économisent pour leurs vieux jours, ils épargnent. C'est ce que les économistes anglo-saxons appellent balance sheet recession. La Chine n'est pas en récession, ça veut dire un affaiblissement conjoncturel par défaut de consommation. D'ailleurs, l'inflation est devenue extrêmement faible, ce qui reflète une demande faible. Et quant au prix à la production, c'est une donnée dont on parle assez peu, mais que certains économistes aiment beaucoup car elle est très révélatrice de la marge des affaires. Si les entreprises ont du mal à vendre, elles ont tendance à baisser leurs prix. Or, les prix à la production en Chine baissent depuis 2 ans. C'est vraiment, ça c'est un excellent signe, si je puis ainsi m'exprimer, d'une économie en panne. Or, comme vous l'avez dit, les marchés, eux, y croient tout à fait. L'indice Hang Seng de la bourse d'Hong Kong, c'est souvent celui-là qu'on prend, plus 13% la semaine dernière. Il est toujours en repli de 20% sur 5 ans. Hein. La Chine était un très mauvais placement depuis de longues années. Les mesures de soutien, donc on y croit. J'ai été relevé aussi les ETF de iShares. Il y en a 2. L'un a fait 18,5% de progrès, l'autre 20%, toujours la semaine dernière. Donc oui, en fait, le marché chinois y croit, et sans doute aussi les investisseurs occidentaux, du moins oui, pour parce l'instant. Que les bourses européennes réagissaient tout à fait positivement à la nouvelle aussi la semaine dernière. Et il y a un secteur parmi tous qui, lui, a repris des couleurs alors que c'était compliqué pour lui depuis quelques mois. C'est le secteur du luxe. Oui, il a fortement rebondi. C'est pas lui qui a rebondi le plus, ce sont les plateformes de vente en ligne chinoises qui ont le plus rebondi, plus 22% sur Meituan, plus 35% pour JD.com. Mais bon, ça c'est chinois, ça se passe en Chine, ok. Chez nous, effectivement, LVMH par exemple, plus 19%, Kering plus 21%, Hermès plus 16,5%, Richemont 18%, Prada 17,5%, Burberry, qui est assimilé à du luxe, la firme britannique, plus 18% aussi. Donc Burberry est toujours en baisse de 50%, même de 60% sur un an. Bon. Mais donc un rebond énorme, donc visiblement on y croit beaucoup pour le secteur du luxe, qui, comme vous l'avez dit, était quand même au 36e dessous. Kering, malgré ce bond-là, est toujours à moins 32% depuis le début de l'année. Et LVMH, le dieu LVMH, malgré ce rebond de la semaine dernière, était toujours à moins 3% depuis le début de l'année. Donc ça va moins mal, on ne peut pas dire que ce soit flamboyant. Oh, c'est pas flamboyant, mais effectivement, on se dit, il y a un redémarrage. Du coup, l'investisseur, à ce stade-ci, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce que les analystes, en tout cas, conseillent dans ce secteur du luxe? Mais certaines valeurs, ils sont assez positifs, pour d'autres, pas vraiment. J'ai relevé, c'est quand même assez cocasse, c'est le mot qui convient, que lundi, à la veille de l'annonce des mesures chinoises, Bank of America avait dégradé Kering, passé de l'avis d'achat. Après sa forte chute, il était quand même à l'achat. Il est passé à neutre, avec un objectif de cours qui a dégringolé, c'est un crash, de 400 € à 265 €. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu un abaissement de cours cible aussi monumental, c'est un peu étonnant. En cause, les incertitudes sur Gucci, même si la stratégie de Kering pour redresser la barre est bonne, juge la Bank of America. Et enfin, il y a l'environnement du luxe qui est très compliqué. Donc bon, ça va peut-être un peu mieux maintenant. La Chine va peut-être recommencer ou continuer à acheter davantage. Enfin, les avis sont donc partagés, comme je le disais, sur Kering. J'ai relevé 5 avis d'acheter, mais 19 de conserver, neutre, et même 2 avis de vendre toujours. Bon, et ceci après les mesures chinoises. C'est tout récent. LVMH, c'est mieux. 20 avis de acheter, renforcer, 8 de conserver, pas d'avis négatif. Ok. Hermès, le dieu Hermès, ça c'est la super valeur évidemment, entreprise familiale en plus. 10 acheter, 10 conserver, mais 2 vendre. Mythe. Ah oui. 2 ventes quand même, oui, c'est assez étonnant. Bon, maintenant, il faut dire que Hermès affiche un rapport court-bénéfice de 50. Il est évident qu'il y a des gens qui, avec un PI, comme on dit, de 50, n'osent pas recommander l'action. Ça n'empêche pas, elle a toujours été chère, ça n'empêche pas le cours d'avoir fait presque x10 en 10 ans. Bon, c'est vrai qu'on a du mal à recommander une valeur aussi chère. Bon. Renotons qu'au Richemont, 17 avis positifs, 13 conservés et pas d'avis négatifs. Donc, les avis sont assez
partagé, plutôt positif de manière générale. Beaucoup estiment que le secteur du luxe pourrait atteindre son point de rebond en fin d'année. Sous-entendu, c'est peut-être pas encore maintenant avec la Chine qu'il a atteint ce point de rebond. Et je relèverai juste Prada, qui est la valeur favorite de Trends Bourse, qui avait été recommandée au mois d'avril. Je viens de voir qu'un analyste la recommandait en raison d'une décote de 17% par rapport à LVMH, une décote injustifiée selon lui. Voilà, pour le secteur du luxe. Voilà, des avis partagés, comme vous dites. Donc, on garde un peu de prudence envers ce secteur du luxe. Dans un tout autre secteur, Guy, il faudrait quand même que nous évoquions ce tout nouveau plan stratégique d'AGEAS, le groupe d'assurance. Mais oui, ce n'est pas le premier plan, c'est un plan triennal, donc porte sur 3 ans. Après Impact 24 qui vient à échéance maintenant, on l'a compris. Il y a maintenant le suivant, c'est Elevate 27. Qui, on l'a compris aussi, porte sur les années 25 à 2027. Alors, favoriser une croissance rentable, améliorer les marges, ça fait partie des objectifs. Ça n'a rien de révolutionnaire. On a rarement vu une entreprise qui a fait le contraire. Ça ne se voit pas. Il y a quand même 2 choses que je relèverais qui sont vraiment à épingler, qui sont plus chiffrées. AGEAS vise une progression du bénéfice par action de 6 à 8% par an. Bon, ça c'est quand même assez précis, bien concret. Et aussi, entre parenthèses, AGEAS fait des prévisions relativement précises. C'est vrai qu'une compagnie d'assurance comme ça a une visibilité assez remarquable. Ouais. C'est pas vraiment une cire, comme dans l'immobilier, où on peut faire des prévisions presque à 8 ans parfois. Mais enfin, à quelques années, c'est assez facile dans l'assurance. C'est un secteur qui progresse ou pas, mais de manière assez lentement, mais sûrement, comme on dit. Il y a peu de surprises, il faut bien le dire. Et alors, deuxième point chiffré, c'est 1,9 milliard d'euros de dividendes seront versés aux actionnaires. Ça n'est pas précisé noir sur blanc, mais il s'agit bien sûr d'un total sur 3 ans, vu que le dividende de 3,25 € prévu pour cette année-ci, sur fois 188 millions d'actions, ça fait un gros 600 millions, donc 1,9 milliard, c'est bien sur les 3 ans. Ne nous affolons pas, il ne faut pas se ruer sur AGEAS pour avoir un rendement de 10%. Bon, soit. Donc ça, c'est les prévisions. Et de prix chiffrés qui sont de bonne aloi, je rappellerai juste que l'assureur avait déjà signé un premier semestre assez convaincant, même franchement bon, avec un rendement des capitaux propres de 16,4%, ce qui est quand même extrêmement honnête, un encaissement de 14%, progrès de 14%, ce qui est tout à fait correct aussi, c'est le moins qu'on puisse en dire, plus 10% en vie, ce qui est pas mal pour un secteur que l'on dit un peu à la traîne. La vie, avec les taux d'intérêt très faibles, était un peu délaissée. Donc plus 10%, c'est bien. Non-vie, plus 23%. Et alors, dans la foulée de ces résultats, il a annoncé un nouveau plan de rachat d'actions de 200 millions. Ça fait toujours plaisir, évidemment, aux actionnaires qu'on rachète leurs actions. Mais c'est vrai que 200 millions par rapport à une capitalisation de 9 milliards, ça n'est pas énorme. Ouais, ça améliore quand même de 2% le rendement de dividendes du titre. Donc, bonne nouvelle et belle image récente d'AGEAS. Est-ce que les analystes partagent cette belle image ? Mais oui, relativement. Mais il faut quand même dire une chose, c'est qu'en fait, AGEAS a bien performé sur l'année qui se termine, oui, disons, sur un an, plus 29%. Le secteur, plus 26,5%, donc fait un peu mieux. Ouais, dans un AGEAS très transparent, parce que sur son site internet, il donne un tableau avec les performances, les siennes, mais aussi celles de concurrents et de confrères. Et bon, il y en a 2 qui ont fait beaucoup mieux. C'est NN, le néerlandais, anciennement National Nederlanden, plus 46%, et Generali, plus 37%. Et sur 5 ans, ces 2-là font à peu près la même chose aussi, alors que sur 5 ans, AGEAS, c'est moins 6%. Le cours actuel n'est pas encore revenu à ces 50 € à peu près d'avant la pandémie de Covid. Donc là, il y a un petit bémol, et ça peut expliquer peut-être que les analystes soient un peu mitigés. Il y en a 7 qui recommandent l'achat, 4 sont neutres, et 2 sont négatifs quand même. Donc c'est pas l'enthousiasme fou, mais enfin, globalement, c'est plutôt positif.
ce qu'il faut savoir, bon, d'abord, SGA, c'est un titre assez prévisible, je l'ai dit, c'est plutôt une base de portefeuille et non pas du tout un objet de spéculation. Mais ce ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, l'année 2023 avait été extraordinaire. Le bénéfice avait augmenté d'un tiers à peu près. Du coup, les analystes avaient fortement revu leurs prévisions à la hausse. Et bon, 2024 est une année de normalisation. On attend plus 7% pour les bénéfices, plus 9% l'année prochaine. Tout ça n'est pas vilain, mais on est très loin du bond énorme de 2023. Donc voilà, on pouvait être très chaud il y a un an. Aujourd'hui, forcément, on est un peu plus tiède. C'est assez normal. Au regard de toute cette actualité, quel enseignement peut-on tirer cette semaine, Guy ? Mais moi, ce qui me frappe, ce sont les avis, la réaction du marché aux mesures chinoises. Le marché s'est enthousiasmé véritablement, et pas seulement les actions chinoises. On pourrait dire, attention, n'oublions pas que les Chinois sont des gens de grands spéculateurs, ils aiment jouer, donc ça peut être du court terme. Donc quand l'indice Hang Seng explose, bon, oui, il faut voir. Cum grano salis. Mais bon, quand LVMH explose aussi, et Hermès, on se dit, ça c'est quand même pris au sérieux de ce côté-ci aussi de l'Atlantique. Mais d'un autre côté, les avis des économistes restent quand même assez mitigés. Ils n'y croient toujours qu'à moitié. 40 milliards d'euros de soutien pour acheter du logement, c'est gentil, mais à l'échelle de la Chine, c'est peut-être pas suffisant. La consommation on voit pas pourquoi la consommation redémarrerait vraiment. Alors voilà, on dit aux investisseurs qu'il faut un petit peu examiner les avis des spécialistes. Oui. Mais ils divergent. Ils divergent. Alors, quand ils divergent, qu'est-ce qu'on fait ? On peut tirer ça à pile ou face. Mais il faut peut-être quand même, je veux pas dire être prudent parce que c'est une expression tout le monde galvaudée, mais ne pas se laisser trop influencer par l'un et l'autre, faire un peu la balance des deux. Oui, bon, pourquoi pas ? Peut-être que c'est une excellente nouvelle à court terme, peut-être pas encore à moyen terme. Disons ça comme ça. Voilà, prenons avec prudence, l'air de rien, toutes ces informations. Merci beaucoup, Guy. Voilà qui clôture ce numéro. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau point sur l'actualité, les tendances et l'humeur des marchés. Belle semaine à tous. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.